Bienvenue sur Ici Beyrouth. Il n'est de secret pour personne que le Liban, qui traverse une crise politique et économique aiguë, fait les frais de calculs politiques à l'échelle locale, régionale et transnationale. Compte tenu des derniers développements, quelle est la position du Liban d'un point de vue international? Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'ancien ambassadeur du Liban à Washington, Antoine Jdid. Antoine Jdid, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci beaucoup, Tilia. Je voudrais commencer par une question. Comment évaluez-vous le vote des expatriés pour les législatives de 2022 et la performance du ministère des Affaires étrangères? Le vote des émigrés était vraiment extraordinaire. Tout d'abord, le nombre était pas mal. Enfin, on pouvait mieux faire de les avoir plus de voter, mais enfin, ils sont venus nombreux. Ils ont attendu des heures et des heures partout à travers le monde pour voter. Ils ont très bien voté. Et on a vu, surtout les jeunes, parce que c'était télévisé toute la journée, on a pu voir de l'Australie en France, à Abu Dhabi, à n'importe où, à Dubaï. Donc, ils ont très bien voté. Donc, on sent que le Liban vit avec eux là-bas et leur vote a fait une grande différence dans le compte des votes ici au Liban après les élections. Et si le ministère des Affaires étrangères a bien géré les choses, il pouvait faire mieux. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire, enfin, il pouvait se préparer mieux, donner des instructions claires aux diplomates, de bien faire les choses, de ne pas faire attendre tellement, de faire leurs contacts pour avoir des locaux plus vastes et tout ça. Et il y a des doutes aussi sur la performance politique de quelques diplomates sans nommer, qui, enfin, peut-être ils voulaient jouer un rôle plutôt pour plaire à un parti politique déterminé. Voilà. Donc on pouvait faire mieux. Mais quand même, c'était très bien. Le vote a fait une différence ici. It made a difference. Est-ce que ça a fait une différence par rapport à la communauté internationale? Parce que, comme vous savez, la communauté internationale a beaucoup insisté à ce qu'il y ait ces législatives. Est-ce que vous avez des échos sur les retombées de ces élections au niveau international? Tu parles des élections en général, pas oui, des les élections des législatives. émigrés. Oui, bien sûr. Enfin, la communauté internationale était très ravie qu'on a fait qu'on a pu tenir ces élections. Donc les échos sont très clairs. J'ai pu contacter, j'ai vu dernièrement quelques ambassadeurs ici et quelques contacts à l'étranger. C'était voulu. Ils demandaient ça, ils voulaient ça, ils nous ont poussé à faire ça. On l'a fait et c'est très, très, très bien. C'est un pas en avant avec la communauté internationale. Donc, malgré, les résultats, ils s'en fichent parce que c'est la démocratie, mais le seul fait qu'on a pu tenir dans des conditions si difficiles du Liban, c'était extraordinaire. Donc, les échos sont bien. Les échos sont bien, mais par rapport au Hezbollah, donc tout le monde est en train de dire, enfin, on a vu ça dans les résultats. Non, c'était bien. Je parle des élections, oui. De la seule tenue des élections, voilà. Oui, mais au niveau local. Oui. Okay, maintenant, je vais passer au niveau local. Pour ce qui est du Hezbollah, qui apparemment n'a pas eu la majorité au Parlement. Non. Quel est l'impact du Hezbollah sur le Liban et quelles sont les répercussions de cet impact au niveau international? L'impact est géant oui. du Hezbollah pour le Liban. C'est le moindre qu'on puisse dire. Ils sont là, une présence très claire et une influence très claire, malheureusement, dans plusieurs volets. S'ils étaient simplement un parti politique libanais sans la connexion internationale iranienne, je veux dire, si claire que eux, ils ont admis, c'est ça qui nuit au Liban, qui nuit aux intérêts du Liban, et avec la communauté internationale, et avec les organisations internationales qui peuvent nous aider pour en sortir de cette crise, et avec, bien sûr, les Arabes et les pays du Golfe et tout ça. Donc, on ne peut pas nier ça. Même eux ne le nient pas, parce que c'est clair. Donc voilà, comment on peut amener le Hezbollah back to Lebanon.
ça va être vraiment extraordinaire parce que c'est un parti libanais après tout. Et voilà. Mais l'impact est si grand et, à mon avis, négatif. Bon, puisque vous avez mentionné les monarchies du Golfe, Ouais. dans quelle mesure les relations entre le Liban et les monarchies du Golfe ont-elles repris? Bon, ils ont commencé à reprendre. Pas tellement. Timidement? Timidement, oui, oui, oui. Commencer à reprendre parce que finalement, les pays du Golfe ont réalisé que le Liban doit toujours exister en bon état, en bonne santé, parce que sinon, ça nuit au Liban et ça nuit à tous les États de la région, y compris les pays du Golfe. Donc, je ne peux pas décrire que c'est vraiment les bonnes relations entre le Liban. Non, pas encore. Pas encore. Ils doivent voir. Bon, on a vu les ambassadeurs qui sont revenus à leur poste ici, nos ambassadeurs aussi qui sont revenus chez eux. Bon, c'est un pas en avant. On a vu surtout l'ambassadeur de l'Arabie saoudite qui était très actif ces derniers jours. Donc, ça reprend, mais ce n'est pas encore la bonne reprise. Ils n'ont pas encore pris la décision d'aider le Liban parce qu'ils veulent voir des résultats tangibles. Ils veulent voir comment on traite avec Hezbollah. Ils veulent voir comment le Hezbollah traite avec eux. Bon, s'il va arrêter de les attaquer tous les jours, je ne sais pas. Il faut attendre pour voir, mais c'est un début. C'est un début. Mais quand même, jusqu'à présent, notre Premier ministre n'a pas été à Riyad. Donc voilà, c'est un... Pourquoi? Parce que Riyad, l'Arabie et les pays du Golfe n'ont pas encore pris la décision de reprendre avec le Liban. Et bon, si notre Premier ministre, surtout s'il peut aller rendre visite à Riyad, c'est un grand signe. C'est un signe très important pour la reprise réelle des relations entre le Golfe et le Liban. Ils veulent des résultats, ils veulent voir. Ce n'est pas simplement des déclarations de presse ou bien on vous aime, on va faire tout ce qu'on peut, on est en train de faire tout ce qu'on peut. Non, ils veulent des résultats. Le monde nous voit. OK, concrètement, qu'est-ce qu'ils attendent? Concrètement, d'un point de vue pratique? Ils attendent que le Liban, ou bien le Hezbollah en particulier, ne les attaque pas tous les jours. Ils ne leur envoient pas des captagones tous les jours. Ils veulent des résultats. Bon, voilà. Ils veulent que le Liban reprenne sa souveraineté, qu'il n'y a pas deux armées au Liban, qu'il y a une seule armée. Voilà, donc ils veulent des résultats tangibles pour qu'ils reprennent comme il faut. Mais c'est un début, on le prend. OK, c'est positif. On prend tout ce qu'on peut. On n'a pas le luxe de ne pas prendre ce qu'on peut prendre. Selon vos informations, est-ce que de nouvelles sanctions américaines seront imposées à des hommes d'affaires ou politiques libanais? Tu as besoin d'une boule de cristal. Crystal ball check. En français, on dit oui, boule de cristal. Oui, c'est tout à fait ça. Pour savoir. Ils ne disent pas, les Américains. Bon, j'ai passé 30 ans de vie diplomatique aux États-Unis, surtout 9 ans en tant qu'ambassadeur. Ils ne le disent pas. Donc, et même on ne leur demande pas. Personne, ils ne disent pas. Voilà. Donc, s'ils veulent de nouvelles sanctions, oui, il se peut. Parce qu'il y a des rumeurs à ce sujet. Bon, il y a des rumeurs, bon, d'accord. Il y a toujours des rumeurs parce que les Américains veulent aussi toujours to keep us on our toes, oui. De rester toujours alerte. Que bon, si ça ne va pas, on utilise les sanctions. C'est clair, ils utilisent des sanctions partout contre la Russie, en Ukraine, partout. Donc, il n'y a plus de guerre conventionnelle, sauf en Ukraine. Mais ce sont les guerres des sanctions. Donc, voilà, les États-Unis utilisent très bien leurs armes qui sont les sanctions. Et puis, voilà, s'il y a des rumeurs, il y aurait toujours des rumeurs. Bon, peut-être en sortant de ce studio, on entend qu'il y a des sanctions. Peut-être non. On ne sait pas, mais personne ne peut te dire qu'il y aurait des sanctions. Enfin, on va voir.
Où en est le dossier de la délimitation de la frontière maritime avec Israël? Est-ce que vous aurez des informations à ce sujet? Pas très précises des informations pour être franc avec toi, mais c'est un statu quo. C'est rigide, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. We're at a standstill. Amos Hochstein, a friend of mine, Oui. j'ai beaucoup travaillé avec lui. Bon, il n'est plus revenu. Bon, s'il revient, donc il doit y avoir de nouvelles données avec lui pour qu'il revienne. Tant qu'il n'est pas revenu, donc ça ne va pas. De notre part et de la part aussi de l'ennemi israélien, donc, mais ça ne va pas. C'est comme ça que je décris les pourparlers concernant les indirects, bien sûr, à travers les Américains, Oui, bien sûr. pour délimiter les frontières maritimes et tout ça. Mais il faut faire quelque chose. Nous sommes les grands perdants. Si on ne le fait pas, on est le grand perdant. Je ne dis pas qu'il faut faire des compromis, des concessions. Non, je ne dis pas ça. Mais il faut être logique. Il faut avoir une bonne équipe pour pouvoir négocier à travers les Américains et de pouvoir tenir les promesses qu'on fait aux Américains. Les Américains, est-ce qu'ils sont un honest broker? Oui. Je pense que oui. Ils veulent aussi un succès, là, les Américains. Bon, voilà, ils ont des relations extraordinaires avec les Israéliens, on ne s'en doute pas. Oui. Ils ne veulent pas travailler contre les intérêts des Israéliens, mais ils veulent à tout prix un succès pour eux dans ces négociations maritimes, et ils veulent que le Liban conserve aussi ses intérêts et puisse, à travers le gaz and oil, conserver sa santé économique et financière. Mais vous pensez qu'on a une bonne équipe? Vous avez dit qu'il faut une bonne équipe. On a une bonne équipe? Jusqu'à présent, je ne sais. Je ne connais pas l'équipe, pour être franc avec toi. Mais parfois, on a une équipe, parfois, on n'a pas. Parfois, on change, parfois, on doute. Parfois, on les attaque. Parfois, le président de la République les attaque. Parfois, eux attaquent le président de la République. Entre 23 et 29, bon, quand même, il faut que le gouvernement prenne une décision claire, nette et précise pour pouvoir continuer ces négociations. Et il faut être réaliste. Réaliste. On a beaucoup à perdre. Et on perd beaucoup, surtout dans notre situation actuelle financière et économique. Il faut à tout prix être réaliste. Qu'est-ce que tu veux? Devant toi, il y a un ennemi féroce, n'est-ce pas? Donc, voilà. Absolument. Il faut savoir comment prendre les choses. Je ne suis pas un technicien des affaires, mais il faut trouver une bonne équipe technique et il faut que le gouvernement, la présidence, le Parlement, la presse, tout, il doit se concentrer dans le même sens et ne pas vraiment à tout prix commencer à attaquer par-ci et par-là et de dire que celui-là est un traître, celui-là est un traître. Il faut pas. Non, il faut être très bien précis. Il faut qu'on commence et il faut qu'on aboutisse à un résultat sur ce dossier. Ma toute dernière question. Comment ce qui se passe à Damas et à Téhéran se répercute sur le Liban? Ça se répercute énormément sur le Liban. Ce sont deux capitales qui influencent le Liban énormément. En état de guerre ou en état de paix, en état de je ne sais pas quoi, ils nous influencent à tout prix. L'Iran, bien sûr, avec une présence énorme et capitale du Hezbollah, et la Syrie, qui est notre voisin, bien sûr, ils ont toujours, beaucoup moins qu'avant, mais ils ont toujours des pions, si tu veux, qui existaient et qui existent toujours. Donc voilà, ils influencent. Et puis, il faut savoir que se passe-t-il en Syrie, surtout. L'Iran a besoin de la Syrie. L'Iran est présente en Syrie. Donc, ils veulent conserver ce corridor entre Téhéran et Beyrouth, et ça passe par l'Irak et par la Syrie. Donc, ils veulent conserver. Ça nous influence énormément. On doit attendre les négociations entre l'Arabie et l'Iran qui se passent à Bagdad ou ailleurs parfois. Et il faut vraiment voir ce qui se passe pour les élections, pour les négociations de Vienne. C'est très, très important et ça peut nous influencer beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas insister plus sur ça. Donc, il faut se préparer pour
parfois pour le pire, parce que les négociations deviennent, c'est stagnant. On ne trouve pas, ça fait longtemps qu'ils ont commencé et on n'a pas de résultats en vue. Les Américains ont leur politique, les Iraniens veulent leur politique aussi, ils ont leur politique. Et la Syrie, bien sûr, elle est influencée. Regarde ce qui se passe maintenant entre la Turquie et la Syrie. La Turquie va bientôt rentrer en Syrie. Donc, ce n'est pas clair. Il faut qu'on fasse attention à notre politique interne. Il faut qu'on se rassemble sur une politique surtout économique et financière et pour faire face à ces résultats, à cette influence irano-syrienne. Merci beaucoup, Antoine Mejdid, pour cet entretien. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Restez avec nous sur nos réseaux sociaux et pour voir l'intégralité de cette interview.